Planifier, c'est simple. On prend le nombre de pages du manuel, on le divise par environ 38 semaines sur une année scolaire, et le tour est joué. C'est pas vrai! Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube d'enseigner.org. Je m'appelle Michael et aujourd'hui on va parler de planification. Parce que bien sûr, planifier son année scolaire, c'est un petit peu plus complexe que de diviser le nombre de pages des manuels par le nombre de semaines de cours. Déjà, ce n'est pas le manuel qui fait foi, c'est le programme. Et puis, toutes les semaines ne se valent pas. Elles ne sont pas toutes équivalentes. Mais prenons les éléments dans l'ordre et laissons-nous inspirer également par les principes de gestion du temps que nous avons pu voir dans ces deux vidéos que je mets en fiche ici en haut. La vidéo qui parle de mieux s'organiser pour enseigner dans le monde actuel, et puis la vidéo aussi de l'objectif sérénité avec 10 idées pour progresser dans son organisation. Si vous ne les avez pas vues, peut-être vous pouvez mettre cette vidéo en pause et les regarder, elles apparaissent ici en haut en fiche. De quoi parlons-nous lorsqu'on parle de planification? On parle de deux éléments indispensables. Premièrement, nous avons le programme. Pour nous, Suisse Romand, il s'agit du plan d'études roman que l'on trouve sur Internet. Et puis, d'un autre côté, nous avons le temps à disposition. Mais attention, le temps à disposition ne démarre pas tout à fait le jour de la rentrée scolaire et n'est pas tout à fait linéaire jusqu'au dernier jour de l'école. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Souvent, les manuels sont une interprétation du programme, avec une proposition de chemin à suivre. Moi, je vous propose de bien mettre les mains dans le cambouis et de partir depuis le départ, de partir du programme. Pour cette vidéo, j'ai choisi de planifier mon année de conjugaison en 5e année Armos, c'est-à-dire en CE2 ou pour les Français et en 3e pour les Belges. Dans le programme que je vous affiche ci-contre, nous voyons que nous avons deux temps à apprendre à l'écrit, le présent de l'indicatif et l'imparfait. Nous avons aussi 10 verbes à voir, dont deux familles, les verbes en ER que l'on appelle couramment le premier groupe, et puis les verbes en IR qui font « ils sont » avec nous. Pour pouvoir planifier efficacement, il faut décomposer un peu sa matière, analyser la matière et peut-être trouver un certain nombre de nœuds, ces difficultés qui n'apparaissent pas au premier abord, mais auxquelles les élèves vont bien être confrontés. Tous les verbes et tous les temps ne se valent pas en difficulté. Si on peut dire que l'imparfait est relativement régulier, le présent contient un certain nombre d'anomalies, d'irrégularités, et aider les élèves à trouver des régularités va être un sacré travail. Il y a aussi un certain nombre de difficultés inhérentes à la conjugaison, des systèmes, une compréhension que les élèves vont devoir acquérir et qui n'est absolument pas automatique. Pensez que, par exemple, il va falloir se référer à l'infinitif pour savoir si, avec je vais mettre un E ou un S, éventuellement un X. Cependant, il y a certaines régularités que l'on va s'efforcer de faire acquérir aux élèves. Avec j'aurai E ou S, mais jamais T. Avec tu, j'aurai ES, S, X, jamais T non plus. Avec il ou elle, au singulier, j'aurai E, T, mais jamais S ou X. Et puis avec nous, ce sera généralement ONS, avec vous, ce sera généralement EZ, et avec il ou elle au pluriel, ce sera généralement ENT. À travers tout le parcours dans les différents verbes qui sont au programme, c'est ce genre de régularité et de réflexe que nous aimerions que les élèves puissent atteindre. Le programme de conjugaison se base sur des verbes modèles, des verbes qui se conjuguent comme, on a tous les verbes en ER qui se conjuguent comme chanter ou aimer, les verbes en IR y sont qui se conjuguent comme finir. Et nous aimerions que les élèves puissent acquérir cette notion de verbe modèle afin qu'en apprenant la conjugaison d'un seul verbe en ER, ils puissent conjuguer tous les autres. Mais là aussi, si ça paraît simple sur papier, la pratique et l'expérience montrent que pour les élèves, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, dans le système conjugaison, il y a aussi un certain nombre de compétences à acquérir. Déjà, la compréhension des pronoms.
Si, là encore, avec l'expérience de la langue maternelle, c'est assez simple à comprendre, quand on entre un peu plus dans les profondeurs et dans les éléments techniques, on voit qu'il y a un certain nombre de nœuds que les élèves vont devoir acquérir. En particulier dans ces compositions du « toi et moi », ça fait « nous », de « mes amis et moi », ça fait « nous », de « toi et tes amis », ça fait « vous », et puis il y a encore les « c'est moi qui »,« c'est toi qui »,« c'est lui qui », etc. Toutes ces petites choses qui semblent pas indiquées dans le programme, mais auxquelles les élèves vont être confrontés en apprenant la conjugaison au présent et à l'imparfait des dits verbes indiqués dans le programme. Donc creuser le programme, creuser les compétences nécessaires et peut-être ces compétences un petit peu cachées, c'est absolument nécessaire parce que si on ne planifie pas cet enseignement-là, on va avoir un petit souci lorsqu'on va être confronté à ces difficultés. Maintenant que l'on a défini les compétences visibles et cachées, on va pouvoir commencer à construire la route. Et pour cela, je vous invite à regarder dans quelle partie du programme nous sommes. Nous sommes dans l'objectif 26 de la langue première, c'est-à-dire la langue maternelle ou le français. Cet objectif s'intitule ainsi « Construire une représentation de la langue », donc comprendre comment la langue fonctionne, pour comprendre des textes, qu'ils soient écrits ou oraux, et pour produire des textes. On peut donc voir qu'il y a une étape en plus. Ce n'est pas seulement une technique ou une routine à mettre en place, mais c'est aussi définir avec les élèves, les aider à pouvoir utiliser ces connaissances acquises de manière un petit peu artificielle en conjugaison lorsqu'ils vont écouter et lire des textes pour comprendre de qui on parle et lorsqu'ils vont produire des textes oraux ou écrits pour qu'ils accordent les verbes avec le sujet de manière correcte. On voit que là, on a aussi une étape supplémentaire. On n'est pas seulement dans une théorie ou dans des exercices systématiques, on est aussi dans ce passage à la vraie vie, on pourrait dire, à l'utilisation de ce qu'ils auront appris dans des productions orales et écrites. Ainsi, on prendra l'habitude de se servir de cet apprentissage lorsqu'on fera des dictées, lorsque les élèves écriront des phrases libres ou lorsqu'ils produiront des textes écrits. On fera référence à cela et on les aidera chaque fois à revenir à cette théorie pour la mettre en pratique dans leurs différents écrits. Lorsqu'on planifie une matière, c'est aussi intéressant de voir ce qui vient avant et ce qui vient après. En effet, en 5e année, on n'est pas ni au début ni à la fin de la scolarité, on s'inscrit dans une lignée. Par exemple, l'année précédente, le programme dit que les élèves auront vu les verbes du type chanter, le verbe être, avoir et aller au présent. Donc les premiers verbes de notre liste, normalement, on devrait seulement les revoir. Les élèves les connaissent déjà. Et puis si on prend le programme de 6e, dans notre cas en Suisse romande, on garde les mêmes élèves et on enseignera aussi ce programme l'année suivante, on voit qu'on a 10 nouveaux verbes à reprendre aux 2 temps qu'on a déjà vus, mais qu'on a 2 temps en plus. On voit donc que même si un système bien rodé devrait être mis en place, il y aura un certain nombre de nouvelles compétences à développer et que le programme est bien rempli. On pourrait, cette année-ci déjà, avancer un petit peu plus et pourquoi pas voir les 10 verbes de 5e année au futur. Si on a le temps, ce n'est pas une obligation, mais on peut garder cette idée sous le coude. Dans la planification, même avec un découpage bien réfléchi au millimètre près, il y a toujours un nombre d'impondérables. Ces éléments que l'on ne découvre que lorsque l'on est face aux élèves. Nous en reparlerons plus loin dans la partie régulation. Si vous découvrez cette chaîne YouTube par cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Plus de 80% des internautes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés et ne seront donc pas prévenus des prochaines vidéos. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et on continue. Nous avons parlé de la matière des compétences à acquérir. Penchons-nous un petit peu maintenant sur le temps à disposition. Si les élèves viennent à l'école 38 semaines par an, soit environ 190 jours, on ne peut pas découper notre programme sur ces 190 jours. Tous les jours et toutes les semaines ne se valent pas. Il va falloir décompter les jours fériés, les activités spéciales, les sorties, et puis il y a en général une certaine routine de début d'année et une routine de fin d'année qui, je ne vais pas dire nous font perdre du temps, mais qui nous occupent notre temps à autre chose. Donc dans notre planification, nous pouvons être très optimistes et prendre en compte 35 semaines
ou garder un petit peu de marge et la partager en 30 semaines. Lorsque je planifie une année, j'aime laisser un petit peu de temps de marge. Par exemple, laisser une semaine à la fin d'une part de programme qui pourrait servir à revoir une notion, à souffler un peu, oui, on a le droit de ne pas faire de la conjugaison toutes les semaines, ou à pouvoir laisser du temps aux élèves qui auraient besoin d'une semaine supplémentaire pour effectuer le programme que nous avons prévu. Travailler avec le temps sans connaître les élèves, puisque généralement nous planifions pendant l'été, c'est un peu un parcours d'équilibriste. Nous ne savons pas exactement à quels élèves nous allons avoir affaire et surtout nous pouvons être sûrs que certains élèves iront beaucoup plus vite que notre musique et que d'autres auront de la peine à nous suivre. C'est inhérent à la planification. Planifier, c'est choisir. Il n'y a pas de planification 100% scientifique, 100% exacte, qui est la planification et la seule. Il n'y a qu'à voir les différents rythmes que les enseignants d'un même niveau, peut-être même dans un même bâtiment scolaire, suivent avec leurs élèves. Planifier, c'est choisir, en essayant de prendre les meilleurs indices, les meilleurs éléments. On a déjà parlé de la matière, du découpage de cette matière, on a parlé aussi des semaines qui ne sont pas toutes équivalentes et du risque que l'on prend si on envisage d'enseigner sur les 38 semaines de l'année scolaire. Ensuite, on va choisir dans quel ordre on va prendre le programme. Généralement, on pourrait se dire que la conjugaison commence par le présent, c'est le temps le plus compliqué, mais peut-être le plus naturel, d'autant plus que les élèves ont déjà appris quelques verbes de ce temps l'année précédente. C'est une porte d'entrée qui est tout à fait valable. Certaines années, j'ai entrepris de commencer par l'imparfait. Alors bien sûr, il fallait introduire le fait qu'on parle d'hier, d'événements du passé, mais comme l'imparfait est beaucoup plus régulier, ça permettait aux élèves d'acquérir la régularité de la conjugaison, le système conjugaison, sans avoir en plus à mémoriser un certain nombre de terminaisons plutôt complexes comme on a pour le présent. C'est un choix. Ni l'un ni l'autre n'est faux. On choisit et on avance avec le choix que l'on a fait. C'est pour cela que bien souvent, même si on a le même niveau et les mêmes matières d'année en année, on n'enseigne pas toujours la même chose. On fait un essai de ceci et on voit que ça marche bien, mais qu'il y a quand même quelques limites. Alors on essaye de changer. L'année d'après, on fait autrement et on voit qu'on a peut-être d'autres réussites, mais d'autres limites aussi. La planification, c'est un élément théorique que l'on applique à des êtres humains, les élèves et l'enseignant. Il va donc falloir tôt ou tard une certaine régulation, de préférence pour adapter la planification aux élèves et pas le contraire. Cette planification étant théorique, mais ayant été réfléchie de manière intelligente avec un certain nombre de sas de sécurité, ces semaines de trous, on aura un petit peu de latitude pour ralentir si nécessaire et peut-être parfois qu'on pourra se permettre de faire 2 semaines en une parce que les élèves sont prêts à le faire. Il faut aussi tenir compte de l'ensemble des acteurs en jeu. Il y a bien sûr les élèves qui sont prioritaires, mais il y a aussi l'enseignant qui parfois peut être à bout de souffle et aura besoin de ralentir. Et puis il y a la matière. N'oublions pas que dans l'encadrement de l'enseignement, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être finis au programme, il y a un certain nombre d'évaluations à faire. Et parfois, on doit faire le choix de forcer un peu sur la matière et en espérant que les élèves viendront avec nous. Je vous propose de retourner voir dans cette vidéo en fiche ici où je parlais des 10 éléments que j'aurais voulu savoir plus tôt. Il y a un élément justement sur la prise en compte tour à tour des différents acteurs de la classe. S'adapter à la réalité, ce n'est pas de la négligence, c'est travailler effectivement avec des élèves qui sont des êtres humains et avec un enseignant qui l'est tout autant. Je terminerai cette vidéo par une question à laquelle je ne répondrai pas. Faut-il voir tout le programme ou faut-il essayer que tout ce qui est vu soit acquis par les élèves? Et puis, par tous les élèves, par les meilleurs ou par ceux qui ont le plus de difficultés. Cette année, pour essayer de pallier à ces élèves qui suivaient difficilement le programme imposé à toute la classe, je suis entré en matière avec les ceintures. Vous
Vous savez, cette progression qui est individuelle, où chaque élève apprend un petit pan de matière, passe une évaluation à son rythme, et lorsqu'il a démontré qu'il a acquis la compétence, peu importe le nombre de pages d'exercice qu'il a effectué, il peut passer à la suite. Nous sommes maintenant aux 3/4 de l'année et j'ai un certain nombre d'élèves qui a terminé tout le programme de conjugaison de la 5e et puis d'autres qui terminent péniblement le premier chapitre. Il est clair qu'à la fin de la 6e, un certain nombre d'élèves auront vu tout le programme et auront eu le temps de l'acquérir et peut-être que d'autres n'auront pas vu exactement l'entièreté des choses. Mais qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir tout vu et presque rien acquis ou d'avoir vu un peu moins mais d'avoir des bases solides, des compétences sûres dans ce qu'on a appris? Cette année-ci, j'ai privilégié la deuxième option. Et vous, comment créez-vous vos planifications? Quels sont les éléments dont vous tenez compte? Sur quoi basez-vous vos choix? Avez-vous eu de bonnes surprises en enseignant par rapport à votre planification ou parfois peut-être quelques désagréables déconvenus? N'hésitez pas à indiquer votre expérience en commentaire. Je me ferai une joie de vous lire et nos collègues aussi. Si les aléas de la vie scolaire vous prennent la tête et vous empêchent d'être créatif, n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui viennent juste après. Un grand merci de m'avoir suivi jusque-là. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Cela permettra à la vidéo de faire son petit chemin dans l'algorithme de YouTube et de toucher de plus en plus d'enseignants. La plupart des internautes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ça veut dire qu'ils ne seront pas prévenus des prochaines vidéos qui viennent, mais aussi qu'ils ne disent pas à l'algorithme que ces vidéos peuvent être intéressantes. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous en cliquant sur le bouton et puis cliquez aussi sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Actuellement, elles sortent le premier lundi du mois, mais il se pourrait que certaines vidéos sortent également à d'autres moments. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou autres. Et puis aussi, pourquoi pas, à partager ce que vous apprenez dans vos salles des maîtres. Cela permet de faire croître l'audience. Cela permet de partager ces informations, si vous les trouvez utiles, à de plus en plus de collègues. Et puis de faire grandir petit à petit cette toute petite chaîne. Merci beaucoup de votre aide.